Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de retrouver certains d'entre vous et d'accueillir de nouveaux participants pour la 13e conférence du cycle Philosophie et Management organisée par IAE Lyon School of Management et acteurs de l'économie La Tribune. Donc nous sommes ici sur le campus Manufacture des tabacs de l'Université Jean Moulin et au nom du directeur général de l'IAE Lyon, Christian Varinard, je vous souhaite donc des débats riches avec nos intervenants. Sur le thème du lâcher-prise. Très bonne conférence et à bientôt pour une autre conférence du cycle. Merci. Bonjour à toutes et tous. J'avais imaginé qu'en introduction, on ait un fond sonore. Alors, pour les plus anciens d'entre nous, ça aurait été du Moustaki, du genre prenons le temps de vivre, et ainsi de suite. Notre thème de ce jour, lâcher-prise, il est finalement assez continu avec le thème de notre réunion précédente. Pour celles et ceux qui étaient avec nous la dernière fois, on a parlé de la conduite du changement. Et on avait évoqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, si certains écoutent, on avait évoqué la nécessaire pause. Sachant que dans le monde de l'entreprise, c'est faire des pauses par rapport au changement, c'est assez difficile. Donc voilà, on essaye dans ce cycle d'avoir quelques possibilités de rebondir. Alors pour aborder cet échange, nous n'avons pas Moustaki. D'abord, je voulais remarquer d'ailleurs que par rapport à la dernière fois aussi, il y a beaucoup plus encore plus jeunes que nous ici. Hein, je pèse mes mots là. Autrement dit, la proportion de têtes brunes ou blondes, avérée, est beaucoup plus nombreuse, ce qui est bien agréable. Souvent, effectivement, on a une moyenne d'âge qui tend vers la cinquantaine, facilement. Hein. Alors, ceux qui aiment la statistique, je ne vous dirai pas l'âge moyen ou l'âge médian, mais bienvenue aux plus jeunes d'entre nous. Pour échanger ensemble, d'abord tous les trois, et puis avec vous assez rapidement, j'ai à ma gauche le représentant du monde de l'entreprise, c'est Emmanuel Moni. Emmanuel Moni est patron d'une entreprise qui s'appelle Levra. Pardon, l'origine de l'entreprise, c'est le fondateur Levra. Et il a créé une entreprise en inversant les lettres. Et les lettres, ça donne Tarvel. Et si je dis Tarvel à un certain nombre de Lyonnais, Grands Lyonnais, ça évoque une des principales entreprises d'espaces verts paysagistes. Cette entreprise est maintenant entrée dans un groupe, mais que préside toujours Emmanuel. Alors, avec une particularité, c'est que Emmanuel, et ça arrive souvent dans des familles, hein, a épousé une des filles du fondateur qui lui avait dit « Tiens, viens donc faire une mission puisque tu es informaticien. Viens donc faire une mission de 3 mois pour mettre en place l'informatique. » Tant et si bien qu'il s'est occupé non seulement de l'informatique, mais de tout. Et qu'il a pris les manettes de l'entreprise et a conduit son évolution jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Quelques chiffres clés en termes de... Pour qu'on situe, c'est plus qu'une PE même, maintenant. Oui, on est classé comme il y a des classifications dans les ETI, entreprises de taille intermédiaire. Et aujourd'hui, Tarvel, c'est 600 collaborateurs. Et avec cette particularité en termes de chiffres que cette année est une année remarquable, puisqu'on vient de dépasser le nombre de collaborateurs par le nombre de moutons, puisqu'on a 800 moutons et 600 collaborateurs. Mais je vous raconterai ça tout à l'heure. Vous nous direz tout à l'heure, oui, il y a déjà une énigme. Et puis donc Vincent Aubin, qui est philosophe, qui collabore avec le Collège supérieur de philosophie, mais dont l'activité principale est d'enseigner l'anthropologie et l'éthique à l'EMD, qui est une école de management à Marseille. Donc voilà, le décor est planté à nous. Effectivement, premier élément par rapport à notre thème, quand je voulais solliciter, vous avez une réaction en disant mais pourquoi pas moi? Parce que moi le lâcher-prise, je pratique pas forcément. Enfin, je vais bien sans blague. C'est vrai que vous avez été surpris. Oui, c'est toujours la même chose. Des thèmes comme ça, il y en a un peu de partout. Le lâcher-prise, mais il y a plein d'autres thèmes et on se demande à quoi ça sert. Mais en tout cas, quand on vit bien son rôle, quand on vit bien sa fonction, quand on vit bien dans son boulot, c'est pas forcément des questions qu'on va se poser tous les jours. Mais c'est intéressant. Du coup, ça amène à se poser des questions et se dire tiens, au fait, pourquoi moi? Et puis voilà. Mais ce qui est attirant, c'est de pouvoir échanger. Et là, les deux mots que je viens d'entendre, anthropologie et
et éthique, c'est évidemment des choses qui sont évidemment parlantes pour nous, puisque par exemple, pour bien connaître les uns et les autres dans l'entreprise, on utilise un test qui a été fait par un anthropologue et non pas un psychologue. Et je pourrais vous en parler, c'est un truc qui s'appelle le CGP, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent dans la salle. Et puis l'éthique, c'est justement complètement à l'ordre du jour. Mais pour mettre tout ça en place, il faut être un peu décontracté. Alors, comme vous venez de le dire, je suis effectivement j'ai une formation d'ingénieur en électronique et informatique que j'ai fait à Lyon, un peu de publicité, CPE à Lyon. Et en fait, depuis 30 ans que je suis dans cette entreprise, je suis un peu un usurpateur, parce que le monde du jardin, je ne le connais pas, c'est même pas une passion, le jardin. Mais très rapidement, puisque j'avais travaillé quand même quelques mois dans l'aéronautique, je me suis passionné pour les gens de ce métier, parce que je vous assure que travailler avec des jardiniers, c'est quand même beaucoup plus facile que de travailler avec des militaires qui vous expliquent comment il faut que les peut-être travailler avec des hélicoptères informaticiens aussi. Et des informaticiens, mais surtout les militaires qui vous expliquent comment il faut que les hélicoptères arrivent à raser le sol le plus facilement possible pour aller dégommer les mecs à l'autre bout de la planète. Ça change un petit peu la vision des choses. Donc bienvenue dans le monde des espaces verts et des hommes et des femmes des espaces verts. Femmes et des hommes. Alors pareil aussi finalement pour vous Vincent, ce thème-là chez Prise, vous avez presque une réaction en disant « Ah, c'est bien à la mode ça, hein ?» Oui, c'était une première réaction parce que je suis frappé dans le monde du management à quel point il y a des modes régulières, des espèces de vagues. Je sais pas, je pense qu'il y a 30 ans, tout le monde parlait de motivation dans l'entreprise et le but c'était d'avoir des cadres hyper motivés, qui avaient envie de bouffer le monde et tout ça. Et alors, ces cadres qui ont intériorisé enfin péniblement cette histoire de motivation, tout d'un coup, on leur dit bon, il faut lâcher prise. Et alors, il faut. Alors, mais je crois qu'il y a quelque chose de profond derrière ça, c'est que chaque mode de management produit des effets secondaires indésirables que la mode suivante cherche à corriger. Donc, on a cherché à impliquer les gens, on les a tannés de performance, de management par objectif, etc. On se rend compte que les gens, les cadres, les managers partent en burn-out. Et donc, on s'adresse dans ce cas-là aux gourous de l'époque, enfin à ceux qui sont là pour, à l'infirmerie, disons, disponible, les psychologues, les coachs, etc., mais qui ont un rôle indispensable. On dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on dit, ils sont beaucoup trop motivés, il faut qu'ils lâchent prise. Hein, voilà. Donc voilà. Après, la réflexion, enfin celle qu'on va avoir entre nous, doit partir de ce phénomène-là. C'est-à-dire que si ça marche, si ça fait du sens pour beaucoup de gens, c'est que ça correspond d'abord à un besoin vital. Et voilà, moi, ma réflexion, le carrefour entre l'anthropologie, la philosophie, c'est justement d'essayer de réinscrire à chaque fois ces injonctions qui peuvent s'empiler un peu dans la tête du manager, hein. Lâcher prise, performance, etc., de les réinscrire dans une vision plus globale, hein, et de trouver un sens, hein, derrière simplement le côté truc, mode, business qui se développe, hein, autour de l'entreprise. La chose qui me paraît intéressante simplement dans cette question du lâcher-prise, c'est que ça témoigne, je crois, d'une prise de conscience. Ce qui est une de mes convictions fondamentales, c'est que les qualités qu'il faut pour être un manager sont simplement les qualités qu'il faut pour être un être humain digne. Et que les problèmes de management sont en fait les problèmes de la vie humaine. Partant de là, parler de lâcher prise, etc., disons l'irruption des psychologues, hein, et des coachs en bien-être dans l'entreprise, peut-être que ça révèle simplement cette découverte laborieuse que le management n'est pas une espèce de sphère close sur elle-même avec une rationalité propre, hein, mais qu'on a affaire à des êtres humains qui ont affaire à d'autres êtres humains et que tous ceux qui ont une forme d'expertise dans ce domaine peuvent rendre des services pour reconnecter les gens avec la réalité en fait, dans laquelle ils évoluent. J'ai l'impression, Emmanuel, que ça correspond à une certaine vision des choses. Il me semble que vous me disiez effectivement à ma question, mais moi, pas vraiment, parce que je suis sans arrêt ouvert sur les autres. C'est votre dynamique, c'est ce qui vous fait courir, ça. Oui, ouvert sur les autres, mais je voudrais surtout rebondir sur ce qu'il a dit, qui est évidemment très juste, c'est que les modèles de management ou l'enseignement même du management, hein, on est dans une école de management,
La problématique, c'est qu'on donne qu'une série de recettes de cuisine. On donne des recettes, alors maintenant c'est l'entreprise libérée, etc. Or, la problématique, c'est qu'on est sur l'humain et que chaque être est unique. Et que si vous n'arrivez pas à faire en sorte de donner d'abord une vision là où on va et du sens autour de valeurs dans lesquelles chacun va se reconnaître, mais surtout, la matière humaine, c'est que chaque être est unique et donc le mode de management, il ne peut pas y avoir qu'un mode de management pour un manager. Il doit adapter son management, bien évidemment, à chacune des personnes qu'il manage. Et puis, il faut aussi que les gens qui soient managés puissent être suffisamment libres pour aider le manager à bien se manager. Donc là, ça devient un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ce qu'il faut essayer de mettre en place, c'est surtout de donner la liberté à chaque être humain. C'est l'article numéro 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Chaque être humain est doué de conscience et a donc une intelligence. Après, on peut parler de l'intelligence collective, on va retrouver tous ces thèmes-là, mais comment on fait pour s'y libérer? Alors après, le lâcher-prise, mais quand vous avez confiance à l'ensemble des collaborateurs et que vous partez a priori avec de la confiance, même à l'instant même où vous embauchez quelqu'un, ça change toute la vie et ça vous permet de vous libérer complètement. Et après, c'est quelle est votre manière d'aller chercher de l'énergie? Il y en a qui vont aller chercher de l'énergie dans du sport, il y en a qui vont aller chercher de l'énergie dans la culture, il y en a qui vont aller chercher de l'énergie auprès des autres. Il y en a, il y a les intravertis, il y a les extravertis, voilà, mais à une condition, c'est aussi de bien connaître les gens et de bien passer du temps à étudier les uns et les autres et de s'étudier, de bien se connaître soi et se connaître les autres. Et à ce moment-là, vous arrivez à faire des choses très, très intéressantes. J'inverse la proposition. Finalement, ce serait la défiance pourrait être un des facteurs qui créent des situations, je dirais, de tension. Et à partir du moment où on est sur la confiance, on est déjà davantage dans lâcher prise. Là, vous touchez du doigt aussi l'image du monde de l'entreprise. C'est que, effectivement, l'image du monde de l'entreprise est déplorable. Pourquoi elle est déplorable? Elle est déplorable parce que ça fait 20 ans que dès que vous ouvrez la radio, dès que vous écoutez les journaux à la télé de 20 heures, vous n'entendez parler que du monde de l'entreprise qu'en négatif. Ce ne sont que les malversations, ce n'est que les triches, c'est que le harcèlement, c'est que ces choses-là. Mais il y a quand même des entreprises qui fonctionnent bien. Et ce que je dis à chaque fois que je rencontre des étudiants, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un phénomène qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'inverser la tendance. C'est-à-dire que jusqu'à ces dernières années, on ouvrait des postes et il fallait que chaque postulant au poste fasse la danse du ventre et essayer de montrer que c'était lui le meilleur pour avoir le poste. Aujourd'hui, c'est en train de s'inverser complètement. C'est à nous, employeurs, d'expliquer pourquoi on est la meilleure entreprise, pourquoi on va pouvoir vous accueillir différemment et pourquoi, dans cette entreprise, il y a du sens, il y a une vision, on sait où on va et que le bien-être au travail, c'est une vérité. Donc là, on est en train à mon avis, c'est une observation que je fais, c'est pas une question de génération, etc., génération Y, millénaire, etc. Non, c'est en train de complètement... La tendance s'inverse. Donc au monde de l'entreprise aussi, non seulement de s'adapter, mais de proposer autre chose. Alors je reviens sur une perspective peut-être philosophique. Pour vous, à quelle notion ça pourrait se rattacher, cette notion de lâcher prise? Est-ce que c'est des choses qui traversent les époques, le temps, les civilisations, les lieux? Oui, bien entendu. En fait, quand le vocabulaire lui-même est moderne, et je soupçonne une origine américaine, let go, et tout ça, mais derrière ça, il y a des grands modèles. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais en fait, la question du lâcher-prise, en voyant un peu la littérature sur le sujet, elle s'inscrit en fait dans une tradition qu'on peut dire spirituelle, très ancienne. C'est-à-dire, quand je dis spirituelle, je veux dire une tradition de réflexion qui vise au changement de soi-même à travers la réflexion sur la place qu'on occupe dans l'univers. Et c'est la philosophie grecque, en fait, qui, la première, a posé ce genre de questions en faisant une grande distinction entre la question fondamentale de l'action, la question fondamentale qu'un acteur doit se poser pour comprendre dans quel monde il va inscrire son action, c'est qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Bon. Cette distinction, elle structure toute la pensée pratique des Grecs, Aristote notamment, et les stoïciens. Et
à partir de la conscience que j'ai de ce qui dépend de moi et de pas de moi, je peux initier des changements ou non. Et ça me paraît très important parce que ça veut dire que par rapport à je dirais, au côté un peu le tout psychologique qu'on entend dans la littérature autour du lâcher-prise, où tous les problèmes sont censés être à l'intérieur de vous. Libérez-vous de vos peurs, etc. Travaillez sur votre enfance ou je sais pas quoi. Pourquoi vous voulez tout contrôler? Il y a un côté très intrusif. Je crois que si on veut produire des vrais changements, il faut arrêter d'inviter les gens d'abord à scruter leur psychisme. Il faut les inviter à se demander dans quel monde ils vivent. Poser la question que moi j'appelle la question cosmologique. C'est-à-dire, quel est le monde dans lequel mon action doit s'inscrire? Dans ce monde, quelles sont les forces qui agissent? Quelles sont celles sur lesquelles j'ai une prise? Quelles sont celles sur lesquelles je n'ai pas de prise? Voilà. Et c'est sur cette conception qu'il faut travailler. Et quand on essaye d'inscrire ça dans le monde de l'entreprise, on se rend compte que vous avez entièrement raison de dire qu'il y a des entreprises de modèles extrêmement différents. Et je pense que c'est une question fondamentale. Dans la question du lâcher-prise, on peut parfois se heurter à une limite grave, à mon avis, qui est de dire, si vous avez des problèmes, si vous partez en burn-out, c'est à cause de vous. Vous n'êtes pas libéré de vos peurs, vous voulez trop contrôler, vous êtes trop investi, etc. Je pense que la première question à poser, c'est dans quel monde évoluez-vous et donc quelle est l'organisation dans laquelle vous évoluez. Des injonctions de lâcher-prise adressées à des managers qui sont soumis à une pression de résultats dans un environnement hyper concurrentiel, par exemple. Vous pouvez leur payer du coaching en lâcher-prise à 200 € la séance, mais ça ne va pas changer l'environnement et ça ne va pas changer l'organisation de l'entreprise. Donc moi, quand j'entends Emmanuel Mony, je me dis, bah oui, j'aimerais bien une boîte dans laquelle probablement il fait bon bosser. Ça ne veut pas dire que c'est facile, il y a sûrement de la pression, il y a sûrement, etc. Mais tout ce que vous dites, je me dis, voilà, c'est un environnement qui doit être sain. On fait confiance, on délègue, on laisse les experts travailler avec leur expertise, etc. Venons-y, pardonnez-moi. J'aimerais interroger Ménel là-dessus, sans être intrusif, ici, sur la notion de qu'est-ce qui dépend de moi, patron, et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Quelle est effectivement représentation, avez-vous, de cette capacité de dire, là, c'est pas mon job, et je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Oui, il faut évidemment se fixer des limites, mais je voudrais rebondir effectivement sur ce qui vient d'être dit. C'est pas uniquement je suis là pourquoi au sein de l'entreprise, puisqu'effectivement on est dans un écosystème très concurrentiel, puisque la société a été construite comme ça, et qu'on le veuille ou non, on est quand même, à part quelques entreprises qui peuvent être sur un monopole à un instant T, mais ça n'a jamais rien fait de bon, dans un esprit concurrentiel. Et donc aujourd'hui, c'est quelle est effectivement la place là-dedans. Mais un entrepreneur déjà, qui est très prétentieux par définition, on est là pour changer le monde. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que l'ensemble des collaborateurs, et les managers en particulier, mais l'ensemble des collaborateurs, nous aident justement à changer ce monde. Mais pour changer le monde, il faut savoir quelle place on a et quelle liberté on a. Et aujourd'hui, on est dans un domaine très très concurrentiel. Je ne parle pas que de mon entreprise, mais toutes les entreprises. Qu'est-ce que font chacune des entreprises aujourd'hui? C'est de savoir comment je vais me distinguer de mes concurrents. Et donc on parle évidemment, et ça c'est pas qu'une question de mode, mais d'innovation. Mais des innovations dans notre métier. Les arbres, ça fait des milliers d'années qu'on les plante toujours par la racine. Il faut toujours un peu de terre autour. Les pelouses, il faut toujours les tondre avec une tondeuse. Donc tous les jours et tous les matins, il faut que tous mes petits concurrents qui sont dans la nature, parce qu'en plus on a un métier qui est relativement facile, beaucoup de gens qui n'ont pas grand-chose à faire, ils se disent tiens je vais créer mon entreprise, la première idée c'est comme il fait beau au printemps, les oiseaux chantent, tiens je vais faire des espaces verts. Bon, mais les espaces verts, le jardin c'est un métier. Enfin, certes c'est un métier où le monde de l'amateur est très fort, mais c'est un peu comme la cuisine. Tout le monde pense savoir faire de la cuisine. Il n'y a pas beaucoup de Bocuse et de 3 étoiles. Je rappelle qu'à Lyon, il n'y a pas un seul 3 étoiles sur le territoire de la ville de Lyon, malgré qu'on soit la capitale mondiale de la gastronomie. Donc, ce n'est pas parce que vous savez faire de la cuisine que vous allez monter un restaurant. Et nous, notre métier, c'est la même chose. Mais il a fallu se démarquer.
Et on se démarque comment? Moi, je vends plus de tonte de pelouse, je vends plus de taille de haie. Je vends des potagers, je vends des légumes oubliés, je vends de l'éco-pastoralisme en disant quand on peut, on va plutôt faire travailler les moutons, d'où la raison des moutons. Et en plus, on va prendre une race en voie de disparition qui va permettre de réhabiliter une race que l'agriculture ne voulait plus, parce que, etc. Mais ces idées-là, c'est pas moi qui les ai eues, j'y connais rien. Il a bien fallu qu'on sollicite les collaborateurs pour justement nous trouver ces innovations, parce qu'eux ont les idées. Donc, si je comprends bien, pour faire rebond sur Vincent, c'est cette capacité, en faisant confiance à autrui, de dire « ça, c'est pas moi qui la science infuse, c'est à eux ». Ça rejoint la délégation. Mais c'est plus que la délégation, c'est les droits de l'homme. Enfin, je le répète, puisqu'on est engagé dans une démarche responsabilité sociétale de l'entreprise. Il y avait une norme qui est sortie là-dessus, les normes 26 000. Il y a deux éléments importants dans cette norme, c'est les droits de l'homme et l'éthique. Mais reprenez, et je le fais à chaque fois, reprenez le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout est inscrit dedans. Tous les êtres sont avec une conscience, etc. Il y a une intelligence. Donc même le jardinier, même la personne qui est à l'accueil, même celui qui va nettoyer les toilettes, a une intelligence et peut être force de proposition. Et c'est que comme ça qu'on évolue. Simplement, comment vous mettez cette dynamique en place? Il y a, entre autres, par la confiance, mais après, c'est une seconde nature, forcément. Parler de ce détachement-là, est-ce que ça ne rejoint pas aussi une notion de le lâcher-prise ou le détachement, une forme d'humilité contre l'expression anglo-saxonne « under control », quoi. On n'est forcément pas toujours under control. Et il y a des choses qui nous échappent. On va voir avec vous tout à l'heure. Oui, si on comprend bien l'humilité, c'est-à-dire pas comme une espèce de caricature, de doute permanent, etc., mais simplement, disons, d'acceptation du réel, hein, et par conséquent aussi de reconnaissance des compétences d'autrui. Bon, voilà, c'est dans une entreprise comme la vôtre et comme dans beaucoup d'entreprises, il y a des gens extrêmement compétents à un niveau hiérarchique très bas sur un domaine particulier. Et le modèle de management, quand même, je pense que j'enseigne en école de management et donc les étudiants ont des histoires, des théories du management, etc. Ce modèle, on dit toujours Taylor s'est dépassé, ça reste dans pas mal d'entreprises, encore un modèle de référence, au moins implicite, dans lequel on distingue les tâches de conception et les tâches d'exécution. Il s'est révélé la plupart du temps catastrophique. C'est-à-dire que non, dans la plupart des entreprises, le plus doué pour savoir ce qu'il faut faire, comment affronter tel problème particulier, c'est celui qui est confronté au problème à longueur de journée. Et ce que doit faire le manager, la plupart du temps, c'est juste de le légitimer dans son expertise. Et le lâcher-prise, je pense que c'est là qu'il se joue. C'est-à-dire c'est que l'autre, ce qu'on attend du patron, le plus souvent, je crois, c'est juste... il est là pour dire « tu es à ta place, fais ce qui te paraît bien ». Et on a besoin de cette parole. Moi, je me rends compte, une école, ce n'est pas un endroit très structuré, très hiérarchisé, etc. Donc, mais je me rends compte que quand je vais voir le directeur de mon école, parce que j'ai eu un problème en cours, etc., ce que j'attends, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que ce que je faisais, c'est que je lui racontais ce qui s'était mal passé, qu'il m'écoutait avec attention, et que j'allais mieux après, et que j'avais envie d'affronter le problème. Il ne me donne pas la solution, mais il m'a écouté, donc la difficulté est reconnue comme légitime, je ne me fais pas engueuler, je ne suis pas mal noté, je ne sais pas quoi, et je suis simplement à nouveau rendu capable d'affronter la difficulté avec la confiance que je peux y arriver. Et je crois que c'est une expérience que font énormément de salariés. Donc l'humilité, elle est là aussi. Hein, c'est de savoir s'effacer plutôt que de prétendre, évidemment, régler tous les problèmes. Et donc là, on va retrouver, en effet, des idées qui viennent de la sagesse des anciens, hein, et qui résonnent tout à fait avec l'idée de liberté liée dans l'entreprise à des compétences spécifiques et à une intelligence de la situation qui est toujours comment dire, le plus bas possible. C'est plus on est au ras du problème, mieux on l'appréhende en réalité. Et c'est ça l'humilité aussi, de comprendre que c'est en bas qu'on voit le mieux en réalité. Un certain nombre de problèmes en tout cas. Je vous avais vu tiquer sur le mot humilité, mais oui, dit comme ça, c'est peut-être plus acceptable. Oui, mais en fait, c'est la vraie question dans les entreprises où les managers n'expliquent pas pourquoi on va faire telle chose, mais veulent expliquer comment on va la faire.
En fait, il suffit juste, parce qu'effectivement, mais il y a des tas d'exemples, des cas d'école. Le coup des 3-8 est fabuleux. C'est-à-dire, les 3-8, c'est Taylor. Voilà, on explique que dans un souci d'égalité, on va faire 3 équipes. La première équipe fait le matin, celle de l'après-midi et celle de la nuit. Et la semaine suivante, on tourne. Bonjour pour s'organiser dans sa vie personnelle. Alors que vous mettez les groupes ensemble et vous les vous organisez comme vous voulez, vous arrivez toujours à trouver un tiers des types qui veulent toujours travailler le matin, ceux de l'après-midi et ceux de la nuit. Parce qu'ils ont leur organisation personnelle. Écoutons le comment on va le faire, c'est bien ceux qui font, c'est exactement ce que vous venez de dire, qui sont le mieux à même pour le faire. Après, effectivement, dans les théories qui circulent en ce moment, et entreprises libérées, je voudrais juste en dire un petit mot, c'est une catastrophe de la manière dont ça a été interprété. Parce que les gens l'ont interprété dans l'entreprise libérée en disant « on fait sauter la hiérarchie ». Génial. Mais non, justement, le principe même, s'il y a un truc qui doit rester du fondamental du management, c'est que chaque collaborateur doit savoir à qui il s'adresse, quel est son N+1. Ça, il faut absolument le garder. Qu'on enlève des étages, qu'on enlève, etc. Très bien, qu'on simplifie l'organisation. Très bien. Mais de dire l'entreprise libérée, il n'y a plus de patron et tout le monde fait comme il a envie dans l'entreprise, c'est même plus du bordel organisé. Voilà. Et il y a aujourd'hui, à cause de gourous, comme vous le disiez tout à l'heure, dans l'entreprise libérée, des catastrophes en la matière, sur des très très belles entreprises. Une des raisons qui ferait que quelqu'un peine justement à lâcher prise, c'est ne pas se sentir à sa place, comme vous l'avez dit. De sentir que je suis une erreur de casting. Mais qu'est-ce que je fous là? Je ne suis pas à ma place. Comment est-ce que vous, personnellement, puisque vous recrutez, comment vérifiez-vous à ce que les gens se sentent réellement à leur place? Et pour utiliser un mot peut-être à la mode également, alignés avec ce qu'ils sont, alignés avec ce qu'ils ont envie. Vous avez un processus de recrutement qui est assez particulier? Oui, c'est de valider d'abord en permanence que chacun ait du sens dans son travail, parce que c'est bien de donner du sens. Donc c'est expliquer. Moi, je suis effaré qu'on n'explique pas à l'ensemble des collaborateurs pourquoi on fait telle chose. Voilà, on dit note de service. Le pire, c'est la note de service. À partir de demain matin, vous allez faire comme ça. Pourquoi? On ne sait pas. Et après le recrutement. Chaque être est unique, je l'ai dit tout à l'heure, mais on ne peut pas mettre les gens dans des cases. Donc à partir de là, le côté j'ouvre un poste, j'ouvre un poste, donc en gros j'ouvre une case. Et maintenant, je vais regarder au niveau de la planète la personne qui doit exister, qui va rentrer pile poil dans la case, mais ça ne peut pas marcher. Vous mettez simplement 5 critères, vous n'arrivez jamais à trouver quelqu'un qui ait 5 critères. En revanche, vous avez plein de personnes qui passent, et c'est là mon ambition, c'est de dire je rencontre le maximum de personnes, jeunes, moins jeunes, et puis de temps en temps, vous dites tiens, là, il y a une personne qui a du talent, ça ne correspond pas exactement à ce que j'ai comme poste, mais je vais la garder au chaud, je vais même l'embaucher, je ne sais pas pourquoi pour l'instant. Ça vous est arrivé? Ah oui, plein de fois. Mais l'ensemble de mon comité de direction, les 6 personnes qui sont autour de moi, c'est que des personnes comme ça. C'est que des personnes que j'ai rencontrées par ailleurs. J'ai dit, tiens, effectivement, voilà, le type qui est patron du département entretien, c'est un type qui était dans une boîte où il ramassait des poubelles, une des 2 grosses, et qui était passionné de jardin. On en discute, etc. Et je dis, mais je cherche, mais je n'ai pas encore le poste, mais il va falloir. Aujourd'hui, c'est mon directeur du département entretien, et on a multiplié par 2 le chiffre d'affaires, on a multiplié par 3 le nombre de salariés. Mais c'est ces rencontres-là, la richesse humaine, et c'est pour ça que c'est passionnant de discuter avec un philosophe, c'est cette matière humaine-là, mais on ne rentre pas dans des cases. Donc forcément, c'est à l'entreprise et donc aux cases de s'adapter aux personnes, et non pas aux personnes de s'adapter aux cases. À pensez-vous, toutes les fonctions, tous les niveaux hiérarchiques, c'est jouable? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, toutes les entreprises vous disent qu'ils ont du mal à recruter. Mais toutes. C'est assez phénoménal. Alors, je peux vous dire aussi, ce n'est pas un phénomène français. Il se trouve que je suis président de notre fédération internationale. À l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde, c'est le même problème. C'est le même problème au Japon, c'est le même problème au Canada, c'est le même problème en Finlande. On n'arrive pas à recruter. Mais il faut recruter différemment. Je veux dire, moi, je préfère avoir quelqu'un qui a fait une formation en philosophie, mais qui est passionné de jardin et qui en a marre d'être dans un bureau et qui veut venir travailler chez moi. Ce sera beaucoup plus facile. Rendez compte le risque, à la fin de notre entretien, vous allez avoir 35 candidatures spontanées. Hein. Ça va venir là-dessus. Hein.
Moi, j'aimerais rebondir sur un autre Attendez, élément. J'ai 40 postes à pourvoir en ce moment. Donc, Voilà, mais n'ouvrez pas des cases alors. Hein. Alors, j'aimerais revenir sur un autre élément. Lâcher prise, détachement. Il y a un petit côté se mettre hors du temps. Comment est-ce que vous percevez l'importance de la notion du temps qui est très très différente d'un individu à l'autre? Il me semble que dans le burn-out, qui était l'inverse du lâcher-prise, il y a souvent « j'y arrive plus, j'ai plus le temps », la pression, cette notion de l'accélération. Comment est-ce que vous pouvez rapprocher ces différentes temporalités? Dans l'entreprise, il y a un temps il y a des moments où ça urge, et puis il y a des moments où il faudrait dire « je me retire ». Comment est-ce qu'un philosophe ou un anthropologue réagit par rapport au temps? Est-ce qu'on n'est pas, nous, dans une civilisation du temps massacré? Oui, enfin, probablement. Alors, c'est vraiment, enfin, en philosophie, la question du temps, comme vous le savez, vous avez des souvenirs, c'est une des questions les plus, enfin, comme ça, les plus compliquées. Appelez-moi Bergson sur la 2. Voilà, donc si on me demande pas ce que c'est, je le sais, mais dès qu'on me demande ce que c'est, je ne sais plus. Mais je crois que, bon, enfin, vous avez complètement raison de dire qu'on est une civilisation qui a un problème avec le temps. Les délais, de manière générale, les délais nous sont devenus insupportables. Donc l'instantané, etc. Alors quand on est dans les espaces verts, c'est bien parce qu'on a une temporalité qui est fixée par normalement le temps qu'un arbre met à pousser, et c'est pas en tirant dessus qu'il va plus vite. C'est pour ça que les pommiers sont en fleurs en ce moment surtout. Ça commence à nous perturber un petit peu, mais ça c'est un autre débat. Non, c'est une immense question, mais je crois que... pas un acte de rébellion par rapport... Le lâcher-prise serait un acte de rébellion par rapport à ce temps qu'on nous impose. Oui, probablement. Et je reviens encore sur la nécessité d'articuler la réflexion sur, disons, les dimensions, comment je vis, moi, dans l'entreprise, etc., et la dimension de l'organisation du groupe, donc de l'environnement de travail. Quand vous êtes dans une entreprise où il y a en permanence un discours anxiogène qui est tenu sur l'état du monde, la concurrence féroce, les objectifs à atteindre, etc., voilà, vous allez forcément faire des dégâts, de la casse dans votre personnel et tout ça. Donc là, il y a une responsabilité, là aussi, du management et même de la direction, qui peut par ailleurs donner dans des revues, etc., faire des interventions avec des propos très généreux, humanistes et tout ça, mais qui, dans la réalité de leur management, se comportent en fait comme des gens qui sont responsables de casse humaine colossale. Et donc là, il y a aussi un problème d'alignement entre la pause extérieure et puis la réalité. Et voilà, si la même personne qui a tenu des propos comme ça, très généreux et tout ça, rentre et puis dit bon, un tel là, ses résultats, c'est pas bon, tu me le vires, et ça arrive. Bon, il pourra tenir tous les discours qu'il veut. Dans l'entreprise, il y aura du stress, il y aura de la pression, et c'est ça qu'il faudra changer. Je crois que il me semble que, comme on est des êtres vivants, il faut toujours revenir à ça, en fait. Donc notre place dans l'univers, dans le cosmos, dans le monde où on vit, etc. Les temporalités, c'est de savoir à quoi je tiens, fondamentalement. Et vous parliez de ces choses qui nous nourrissent. Je crois que pour la plupart d'entre nous, ce qui nous nourrit, ou ce qui nous... Le temps différent, c'est le temps de la famille, c'est le temps du foyer, le temps des proches qui sont significatifs pour nous. Je pense qu'un bon indicateur, c'est quand est-ce que je commence à sacrifier ces choses grâce à laquelle ma vie a du sens sur l'autel de la performance, de la compétition, etc. Donc ça doit servir un peu d'indicateur. Et en même temps, c'est extrêmement difficile, parce qu'on est passionné aussi par son boulot. Il faut que les exigences de ces temporalités très différentes, de l'amitié, de l'amour, du foyer, de l'engagement associatif, etc., arrivent à se faire entendre, à trouver leur place. Je crois que très souvent, on arrive à lâcher prise quand on arrive à s'accrocher à autre chose, en fait. Et c'est ça qui doit servir de repère. Accrocher à autre chose, je n'ai pas parlé de vos engagements syndicaux, politiques municipales, et ainsi de suite. Je reviens quand même sur cet aspect-là. Pour vous, d'abord à titre personnel, et on verra aussi dans l'entreprise, ce rapport au temps, à la gestion de votre temps, qui vous permet d'être de temps en temps avec vous-même, de temps en temps avec autrui, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe mais très bien. encore. Non, enfin, pour relier aussi ce qui vient d'être dit, c'est cette grosse difficulté de savoir dire non. Savoir dire non, ça ne fait pas partie de mes prérogatives. Savoir dire non, et là, effectivement, le rôle du management est hyper important. C'est-à-dire autoriser les gens à dire non,
Donc ça, c'est aussi un problème de liberté, donner de la liberté de dire non. C'est une pratique chez Tarvel. Oui, bien sûr, mais pas que. J'ai des cas de burn-out. J'ai bien sûr des cas de burn-out, mais ces cas de burn-out, après je ne suis pas spécialiste du burn-out, mais on a quand même repéré qu'effectivement, l'idée, elle est aussi de progresser, de tirer vers le haut, c'est l'ambition un petit peu de tous les collaborateurs. La problématique, c'est un expert dans son domaine n'est pas forcément un bon manager du domaine en question. Et c'est souvent ça qui a été l'origine du Et oui. burn-out? Ah oui, tout le temps. Une erreur de Tout le casting? temps. Non, pas de casting. C'est-à-dire, ça pousse, on a envie de progresser. Là aussi, il y a des problèmes de cases dans la rémunération. C'est-à-dire que le jour où on acceptera qu'un N-1 par rapport à son expertise puisse être mieux payé que son N+1, ce qui n'est absolument pas possible dans la tête des gens, par des questions de jalousie, etc., ça ne marchera pas. Le cas classique, vous prenez le commerce par exemple, vous avez un commercial pour aller vendre quelque chose dans chacun des départements de la région, 12 commerciaux animés par un directeur commercial. Le directeur commercial part à la retraite. Lequel on prend pour faire la place de directeur commercial? Le meilleur. Le meilleur. Voilà. Erreur. Erreur parce que c'est pas forcément le meilleur manager pour animer, et il vaudrait mieux continuer à encore mieux le payer pour qu'il développe son département et qu'il s'éclate, parce qu'en plus il va pas s'éclater comme directeur commercial. Le directeur commercial pourrait être moins payé que lui. Mais exactement. Mais ça, il faut l'accepter, mais il faut savoir dire non, et puis il faut savoir revisiter aussi les codes, c'est-à-dire qu'il faut bousculer les codes. Mais il y a pour moi aussi quelque chose de plus important. Là aussi, l'ambiance générale, effectivement, donc quand on arrive au matin le boulot, on a écouté la radio, que les catastrophes, etc. Bonjour l'ambiance. Mais surtout, il y a quelques années, on a eu une ministre du Travail qui s'appelait Martine Aubry, qui a mis en place les 35 heures. Je ne fais pas de politique. Les 35 heures sont une excellente chose, et pour notre métier, ça a été génial. Sauf que, en même temps qu'on a mis en place les 37 heures et les fameuses RTT, on a mis dans la tête des gens qui bossent qu'en fait, aller au travail, c'était forcément pénible et qu'il fallait travailler moins pour pouvoir se payer les loisirs et grâce aux RTT. Alors que, et ça c'est une catastrophe. Une dévalorisation. C'est une dévalorisation. Alors que on va au boulot et on doit pouvoir s'éclater. Effectivement, il y a le temps de la vie en famille, il y a le temps des loisirs, il y a le temps du travail. Mais un vrai équilibre, c'est de pouvoir s'éclater autant dans son travail que quand on fait ses loisirs. C'est ça, enfin, c'est une des. Il n'y a pas que ça. C'est une des causes. Et ça, il faut qu'on arrive à l'enlacer. C'est quand on dit la qualité de vie au travail, c'est se débrouiller pour que l'ensemble des collaborateurs viennent par plaisir et viennent pas uniquement là pour avoir un salaire et de savoir à quelle heure je vais me barrer le soir. Avec peut-être cette précision, mais vous me dites si vous n'êtes pas d'accord que dans le plaisir d'aller travailler, il peut y avoir une ambiguïté si on pense que le plaisir d'aller travailler doit ressembler au plaisir de partir en vacances. Et donc, quand on a commencé à parler de qualité de vie au travail, etc., dans certaines entreprises, on s'est dit la solution, c'est la salle de sport, c'est les massages pour les cadres, je ne sais pas quoi. Non, les massages de pied. Le plaisir... Ah oui, j'avais pas compris les allusions. Le plaisir de travailler est intrinsèquement différent du plaisir d'un repas avec des amis. Et donc le plaisir de travailler, c'est aussi le plaisir du défi, le plaisir de l'affrontement nécessaire avec les collaborateurs quand on discute sur des solutions, etc. Moi, j'ai été très frappé une fois par ce que me rapportait un ami qui avait pensé quitter sa boîte et puis qui finalement... parce qu'il était un peu en désaccord avec la ligne et tout ça. Et puis il avait résumé, au fond, les raisons de son retour en disant, au fond, je me suis rendu compte que j'adore travailler avec ces mecs. C'était ces mecs parce que c'était boîte industrielle un peu à l'ancienne et donc c'était pas... Mais j'ai trouvé cette phrase extrêmement éloquente parce que c'est la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on y va pour se faire plaisir, qu'on n'y va pas pour être bien, on n'y va pas pour être détendu. En fait, c'est pas ça une journée de travail habituelle. Mais il y a un vrai plaisir de l'effort, y compris des défis à surmonter, des problèmes qui surgissent en permanence, jamais là où on les attend, et d'être dans le jus, quoi. Et donc, sur le plaisir du travail, je pense qu'il y a, comme on est une civilisation un petit peu hédoniste, on doit retrouver l'idée qu'il y a à chaque activité humaine un plaisir spécifique qui s'attache et qui n'est pas comparable avec celui d'une autre activité humaine. Oui, mais il faut aller jusqu'au bout. En fait, le plaisir au travail, effectivement, c'est de voir que son boulot a du sens.
a du sens au sein de l'entreprise, a du sens au sens de la société, mais à condition d'y trouver quoi? De la reconnaissance. Et le vrai problème aujourd'hui dans les entreprises, c'est que les managers ne savent pas donner de reconnaissance aux collaborateurs. On ne parle... Les seuls exemples que vous avez donnés, c'est quand est-ce que vous allez le convoquer pour le licencier. Voilà les exemples de l'entreprise. Mais quand il y a un licenciement, il y a 200 marques de reconnaissance pour aller féliciter les collaborateurs. On est félicité par nos clients. Mais est-ce que quand une entreprise est félicitée par son client, elle pense à transmettre les félicitations à l'ensemble des collaborateurs qui ont travaillé pour le client en question? Jamais. Donc la reconnaissance, les gens attendent de la reconnaissance dans ce monde un peu pourri. Et ils attendent, et surtout quand il n'y a pas d'équilibre de l'autre côté, pas de reconnaissance d'un point de vue familial, pas de reconnaissance quelque part. C'est là où le burn-out arrive. Quand nulle part... J'ai été élu vous l'avez dit, local, pardon. J'ai été élu local quelque part. Et là, vous apercevez qu'en fait, la majorité des gens viennent être élus local. C'est des gens qui cherchent de la reconnaissance à travers cette vision. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont passionnés, il y a des gens qui veulent se mettre au service d'eux, etc. Néanmoins, ils viennent chercher de la reconnaissance. Et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément tous les pans de la société qui sont représentés dans les collectivités locales et au niveau des élus. Je reviens sur cet élément que vous avez dit. Finalement, cette notion d'être détendu, on n'est pas détendu de la même manière, on n'a pas cherché le lieu. On pourrait même aller plus loin en disant qu'une certaine forme d'adrénaline anime, dans le sens donner une âme, beaucoup de personnes au travail, quoi. On se met soi-même une pression, seulement à partir de quel moment cette pression devient quelque chose qui va se retourner contre nous, quoi. Mais la notion d'adrénaline, de pression, booster, s'affronter, discuter, quelquefois mettre le grand braquet, entre guillemets, c'est bon pour l'individu, pour certains. Oui, je suis persuadé. Alors moi, je ne fonctionne pas beaucoup à l'adrénaline, mais je suis prof, hein, donc ça... Non, mais il y a. Ça veut dire quoi derrière, là où il y a d'autres motivations et enfin, c'est un métier où il y a beaucoup de pression parce que quand ça se passe mal, vous le savez tout de suite. Là, les résultats, ils sont pas à la fin de l'année. C'est tout d'un coup la classe vous échappe et puis vous allez vous rendez compte que vous arriverez jamais là où vous vouliez aller avec la classe parce que simplement ça se passe mal, qu'ils sont pas là, qu'ils sont bon. Donc il y a cette pression là en permanence. Mais oui, en parlant avec des gens qui sont davantage dans l'entreprise et tout ça, ou en voyant ce que j'ai vécu dans le milieu associatif et tout ça, oui, il y a cette adrénaline qui est un moteur, enfin, qui est un... Voilà. Mais il faut savoir, là, c'est toujours pareil, mais là, je ne vais pas justement me transformer en coach en bien-être. Hein. Donc, je peux réfléchir sur les idées générales, les concepts, mais pas donner des conseils comme ça. Mais c'est évident que c'est un élément fondamental et que... je suis très touché par ce que disait Emmanuel Moni là, sur le contexte, les conséquences des 35 heures et le message subtil, adressé ou pas si subtil, subliminal, qui a été en effet catastrophique si le travail est considéré comme une pure malédiction et que le but c'est les vacances, les RTT et tout ça. Bon. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment en fait leur travail. Mais c'est un problème réel quand même. Et tous les managers aujourd'hui, les gens qui font du recrutement, disent qu'en effet, il y a quand même une question générationnelle où voilà, les gens cherchent du sens dans le travail. Et s'ils veulent rentrer dans une grosse entreprise un peu à l'ancienne, industrielle, très organisée, où on demande beaucoup d'engagement, beaucoup de loyauté et tout ça, ça va être compliqué parce que personne aujourd'hui entre dans une entreprise, enfin les jeunes, la plupart, en se disant j'y serai encore dans 15 ans. Ce qui est aussi un problème bien connu des managers, je pense. Alors, revenons sur un élément. Vous avez parlé de cette personne qui était en burn-out et qui, effectivement, n'était pas forcément à sa place. Est-ce qu'il y a néanmoins, par rapport au lâcher-prise, des contraintes qui font qu'on aimerait bien, mais ce n'est pas vraiment possible, liées à l'organisation? Est-ce que l'organisation même du travail, les tâches que vous avez à faire, l'organisation d'entreprise, ça peut aller jusqu'au reporting pour certains postes, est-ce qu'elle n'est pas aussi d'ordre parfois anxiogène et que dire, comme le disait Vincent, soyez capable de temps en temps de faire une pause, de vous retirer, c'est une injonction paradoxale parce que l'organisation ne le permet pas. Est-ce que dans votre organisation, vous ne pointez pas quelquefois des situations de ce genre ? C'est pas que... Oui, c'est l'organisation. Hein. De toute façon, c'est bien un problème d'organisation. Mais le problème tableau de bord, c'est exactement le problème des lois en France. C'est-à-dire qu'en gros, chaque fois qu'il y a une nouvelle idée, chaque fois qu'il y a un problème, vous empilez un tableau de bord comme on empile une loi. Le problème, c'est qu'on oublie d'enlever toutes celles qui servent à rien. Et vous avez des trucs qui perdurent.
alors que vous avez pris des décisions collectives, d'une manière collaborative, vous dites maintenant on va faire comme ça, mais on a oublié de dire qu'il ne fallait plus faire comme ça, et vous avez toujours des trucs qui ressortent. La pire des phrases dans l'entreprise, c'est « oui, mais on a toujours fait comme ça ». Moi, je les force, ceux qui produisent des tableaux de bord, parce qu'effectivement, il n'y a rien de tel pour mettre de la pression. Un tableau de bord, c'est on crée un nouveau tableau de bord, il faut en enlever 2 autres. Mais vous en supprimez 2 autres. Les indicateurs, c'est le gros truc, les indicateurs. Mais est-ce que c'est les indicateurs, un indicateur est bon quand il va aider le manager à qui s'applique cet indicateur à progresser et à orienter correctement son travail. Donc, c'est pas anodin de produire un tableau de bord et un indicateur. C'est, oui, effectivement anxiogène, mais est-ce qu'il produit aussi de la reconnaissance ? Donc, comment on peut tourner un indicateur ? Le pire, c'est les graphiques. Le jour où on a inventé Excel, la pire des catastrophes, c'était de mettre des graphiques automatiques à côté. Et en fait, vous apercevez que les gens mettent des graphiques. Regardez les étudiants, les PowerPoint qu'on nous produit. Et en fait, le choix du type de graphique, camembert, machin, en général, il se fait « ah oui, mais celui-là, il me plaît mieux en termes de… » Alors qu'il ne représente pas du tout ce qu'on a envie de dire, et il peut être anxiogène. La couleur rouge, j'ai parlé au prof, la couleur rouge dans un graphique est terrible. Le prof est daltonien. Excel met automatiquement, quand vous avez des résultats, un résultat négatif en rouge. Donc oui, effectivement, mais ça c'est bien le rôle effectivement des managers dans le top management, parce que ceux qui produisent, c'est quand même le comité de direction avec le contrôle de gestion. Alors, justement, comment est-ce que personnellement, sans aller aux recettes, aux conseils, un docteur en bien-être, comment est-ce que vous pouvez, quand vous percevez qu'il y a une montée de tension, d'adrénaline, à travers des coups de gueule, à travers des loupés, comment vous-même vous pouvez faciliter ce détachement, ce recul, cette distance, sans aller dans la culpabilité? Est-ce que vous avez des pratiques particulières? Est-ce que vous mettez de temps en temps les gens au vert dans votre métier pendant 1 ou 2 jours? Oui. Comment est-ce que vous pratiquez pour dégonfler? Mais dégonfler, c'est pas… voilà. Alors le séminaire, tous les ans, de 2 jours, voilà. Très bien, il faut le faire. C'est un dû maintenant, donc de toute façon, bien être obligé de le faire. Mais le problème du dégonflement, c'est tous les jours. C'est au quotidien, c'est matin et soir. Moi, mon seul rôle aujourd'hui, d'accompagner les managers dans l'entreprise, à quel niveau qu'ils soient, je n'accompagne pas uniquement ceux qui sont sous ma responsabilité, mais les 2 crans en dessous, même plus bas. C'est toujours la même question. Là, tu viens de dire quelque chose, une instruction, etc. Est-ce que la manière dont tu l'as dit, est-ce que la phrase que tu as dit, est-ce que l'instruction est, tu t'es mis à la place de celui qui l'a reçu pour voir comment il l'a reçu? Tu as fait un tableau de bord avec du rouge. Est-ce que tu imagines le directeur d'agence qui a reçu ça, comment il l'a reçu? À sa place, comment tu aurais fait? Se mettre à la place de l'autre. C'est que ça. C'est la reconnaissance, c'est ça. C'est tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire? Alors, j'ai même un peu plus loin. Je dis à ceux qui, le nombre de types qui viennent ou de filles qui viennent nous voir pour dire, tu sais, mon manager, c'est quand même pas le meilleur. Oui. Et là, je lui renvoie la balle. C'est comment toi, tu as fait en sorte d'être managé comme tu voudrais être managé avec ton manager. Est-ce que tu en as parlé de la forme? Mais ça, c'est du quotidien, c'est ça qu'on n'arrive pas. Je pense que c'est ça le problème de l'entreprise, c'est que c'est du quotidien, c'est permanent. Oui, le séminaire de 2 jours. Et alors l'année où vous n'avez pas pu l'organiser, c'est catastrophique, et là, c'est un effet négatif. Je m'adresse à l'anthropologue par rapport à ces notions qui permettent de se détacher, peut-être de ressourcer. Il me semble qu'il y a aussi un élément qui est propre à notre civilisation, à nous, occidentaux et notamment français, le rapport au corps et au mental. Prenez une photo de gens qui travaillent à Séoul, en Corée du Sud, et qui sont comme ça sur leur bureau, la tête reposant, et ainsi de suite. Vous présentez cette photo à des Français, putain les cons, ils font la sieste, ils sont payés faire la sieste. Et quand on arrive derrière en disant, oui mais ce faisant, ils font venir le sang au cerveau qui est porteur d'oxygène et donc il réalimente les neurones. En fait, ce moment qu'ils ont, c'est du moment qui va améliorer leur efficacité. Nous, on en tombe parce qu'on est complètement déconnecté avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de cet ordre-là? Le lâcher-prise qui pourrait être vu comme une sorte de détachement. Imaginez qu'il y ait des gens qui disent ben, « moi j'ai mal au dos, donc j'ai besoin pendant 10 minutes de m'allonger sur la moquette ». Off, à ce moment-là, Emmanuel rentre. Tant mieux si c'est Emmanuel, ça tombera bien. Et si c'est un autre, il dit bah dis donc, toi, tu fais la sieste au boulot, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un certain nombre, pardonnez-moi, je vais être dans les techniques, lâcher prise, c'est aussi connaître et écouter son corps.
les signaux qu'il envoie. Et ça, dans notre civilisation, l'utilisation du corps et de l'affect par rapport au cerveau gauche est complètement sous-estimée. Donc est-ce qu'on n'aurait pas une capacité à mieux lâcher prise dans certains métiers, dans certains pays, pardon, certaines situations que chez nous? Chez nous, on est là pour bosser, on est cerveau gauche. Oui, alors j'aurais pas pris la Corée comme exemple peut-être de bien-être au travail. Je sais pas, Avec le taux de suicide au collège aussi. Hein. Mais non, mais vous avez complètement raison. Mais quand on parle d'écouter son corps et tout ça, je remarque moi, c'est que on est toujours dans le paradigme dualiste avec le psychisme d'un côté, le corps de l'autre. Et je dirais, pour nous Français, ça veut dire que c'est déjà raté. C'est pas écouter son corps, c'est redécouvrir que nous sommes des corps vivants. Et le lâcher prise, au fond, pour moi, c'est de retrouver l'enjeu derrière, c'est de recouvrer sa liberté d'action en tant qu'être vivant qui a des objectifs, qui a des buts, etc., dans un monde qui est mouvant. Le problème du lâcher-prise, ça me frappe de penser que cette expression lâcher-prise, elle est en elle-même extrêmement ambivalente. Hein, lâcher-prise, si vous êtes suspendu à une fête de l'escale, vous êtes suspendu à une paroi, c'est pas le moment du lâcher-prise, normalement. On pourrait dire, pareil, la délégation ou le rôle de l'autorité qui est de laisser faire les autres. Mais le laisser faire, c'est aussi ambivalent. Laisser faire, c'est pas je m'en fous. Voilà. Toutes ces expressions-là avec deux verbes, en fait, elles peuvent toutes se retourner. Donc je crois on doit redécouvrir, et c'est pas en le disant simplement que ça se produit, qu'on est des êtres vivants et qu'on a une liberté d'action, de mouvement, qui fait que, je m'accorde un temps de repos, de respiration, etc. Parce que je me sens libre de le faire. Tout être vivant, donc nous sommes des animaux de ce point de vue-là. C'est pas pour dire on est des bêtes, on est des êtres animés en situation de stress, tend à perdre sa liberté d'action. L'instinct de survie prend le dessus, ou alors il se fige, ou alors il devient agressif et tout ça. Donc tout ce qu'il y a derrière, c'est redécouvrir une liberté. Et le rôle du manager, je pense, c'est précisément de créer ce climat dans lequel les gens peuvent redécouvrir leur liberté d'action, de mouvement, donc de respiration, y compris sur le lieu d'entreprise. Ça ne va pas se traduire par l'heure de la sieste, tout le monde à la même heure, dans la même position, sur le bureau, etc. Ça, c'est le côté effectivement un peu coréen. Voilà. Bon. Qui, en France, serait plutôt producteur de stress, l'injonction à se reposer maintenant, qui sera... Bon. Mais c'est ça, derrière, voilà. Donc moi, je parle moins volontiers d'écouter son corps que de redécouvrir qu'on est des êtres vivants. Et d'essayer de se défaire de ce dualisme, il y a mon psychisme, mon moi, avec peut-être ses peurs et tout ça, et puis il y a mon corps, et qu'il faudrait que je regarde pour... Non, je suis un être vivant. Donc, et dans le comportement avec les autres, quelle liberté j'ai dans mon comportement avec les autres? Est-ce que je les stresse? Est-ce qu'ils veulent faire bonne impression quand ils me parlent? Ou est-ce qu'ils sont libres? Et moi-même, est-ce que je me sens libre? Et évidemment, mais je suis extrêmement, comme être vivant, réceptif à l'environnement. Donc, fondamentalement, aux êtres avec lesquels je suis en relation. Les problèmes psychiques sont toujours des problèmes relationnels. Et je crois que le rôle du manager, c'est, au fond, de soigner les relations, de les laisser être, se développer dans une forme de liberté compatible avec la poursuite d'objectifs, bien entendu. Non pas l'entreprise libérée, mais des êtres libres dans votre entreprise. Oui, des êtres libres et considérés. Mais là aussi, moi, je suis plus adepte des choses au quotidien. Démarrer une réunion par un petit temps d'inclusion, c'est un peu la météo de chacun, un petit tour de table de 3 minutes. Quel est le problème aujourd'hui? Et puis après, on passe au sujet de la réunion. C'est des choses fabuleuses. Mais ça marche aussi sur le chantier. Démarrer le chantier en disant mais le pourquoi de on est là aujourd'hui et non pas comment vous allez faire, toi tu vas prendre la tondeuse, toi tu vas prendre la tailleuse de haie, t'attaques et que ça saute. Non, petit temps d'inclusion, le client était là, tiens d'ailleurs la dernière fois qu'on est venu nous a félicité, etc. On va essayer de faire encore mieux. Allez, on se donne et petit challenge, machin. C'est quand même autre chose en termes de management. Mais c'est du quotidien, c'est-à-dire que c'est... voilà, et les injonctions en France, c'est un peu compliqué, quoi. Après, la vraie question, c'est les 5 minutes de sieste obligatoire, je la compte dans le temps de travail ou pas? Parce que Martine Aubry, elle a aussi fait un autre truc, c'est qu'elle a redéfini aussi le temps de travail. Et il y a cette phrase fabuleuse dans le Code du travail, le temps de travail est le temps où le salarié est à disposition de l'employeur.
Bien, nous allons ouvrir maintenant l'échange avec vous. Je vous demande de vous signaler visiblement, parce que nous sommes toujours éblouis par ces projecteurs. Pile au milieu de la salle, est-ce qu'il y a un micro qui peut vous être... Oui, il arrive. Merci Stéphane. Alors on vous annonce, on ne vous voit pas. Oui. Je vous demande de vous présenter chaque fois, est-ce qualité ou défaut, c'est toujours bienvenu. Oui, alors je me présente, je suis ingénieur géomètre urbaniste et je travaille sur les villes du futur, les villes connectées. Et ma question s'adresse à M. Moni. Que pensez-vous des fermes verticales et des potagers verticaux? Est-ce une solution d'avenir pour le... Voilà. Alors c'est un débat sur le lâcher-prise. Hein, mais, une réponse prenez technique votre sur la temps. couleur des pommes, je ne sais pas. Vous voyez tout à l'heure après, non? Oui, mais je Hein, C'est bien. C'est pas... Détendez-vous. Non, mais nous sommes entre nous voilà. et entre gens c'est intelligents. un autre débat, quoi, si vous voulez. C'est pas grave. Voilà, voyez-vous après, rencontrez-vous, vous êtes attendus. Hein. Est-ce qu'on peut effectivement tirer les pommiers par le haut? On y va, on poursuit là-bas. Il y a 2 questions qui nous arrivent. Merci. Oui, bonjour. En fait, je vais être vraiment dans les sujets. Laissez-vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je suis professeur, en fait, tout simplement. Et je travaille beaucoup sur l'entreprise, en fait. Alors, la question, elle est vraiment courte et très simple. Vous avez défini, en fait, le lieu de travail comme le lieu de la liberté. Là, c'est vraiment, je dis toujours, l'entreprise, c'est le lieu de l'oxymore. La liberté, en fait, pour vous, ça devient le lieu où on est soumis à des contraintes. Quelle que soit la manière dont on vous le dit, vous êtes soumis à une contrainte. Par ailleurs, la question du temps de travail, ce n'est pas une question de telle ou telle personne, c'est une évolution sociale de l'humanité. On est passé du temps où on était des esclaves à un temps où on est sous contrainte, en fait, dans le système capitaliste productiviste. Donc, 2 choses, l'oxymore, dans le sens où vous dites d'ailleurs, d'une manière tout à fait à l'aise et très bienveillante, les gens, ils ont besoin d'un N+1. Mais qui vous dit que tout le monde a besoin d'avoir un chef, avoir quelqu'un, un contre-maître? Pas du tout. Il y a des gens qui ont absolument envie d'affranchir de ce type de contraintes. C'est une spéculation comme celle de monsieur, je ne sais pas son nom, Oui. le philosophe qui dit, en fait, la Corée, c'est le lieu où je ne prendrai pas comme exemple de l'épanouissement. Qu'est-ce que vous en savez? Il y a peut-être des gens qui sont contents, qui sont épanouis. C'est les lieux même qui est les lieux à partir d'un préjugé, d'un lieu commun. Donc voilà, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas plutôt le lieu de l'oxymore quand on oppose à partir d'une vision propre à des gens une étiquette, une substance? Et ça devient en fait souvent de la violence. Alors effectivement, est-ce qu'en déclarant que l'entreprise est un lieu de liberté, on n'est pas en train de faire une inversion? Bon, c'était un raccourci. Je ne sais pas si l'un d'entre nous a dit c'est un lieu de liberté. Enfin, c'était un peu. Mais je crois, juste ce que je peux dire, c'est que sur la dimension oxymore ou contradiction, il me semble que l'expérience, la plupart d'entre nous faisons l'expérience de la liberté quand nous répondons à un appel, quand nous répondons volontairement à un appel qui nous est adressé. La liberté au sens de j'ai le droit de faire ce que je veux est une expérience extrêmement pauvre. La liberté de j'ai été appelé, on m'a proposé, on a compté sur moi, on m'a confié quelque chose et je vais prendre les moyens, mobiliser les ressources dont je dispose pour répondre à cet appel, ça c'est une vraie expérience de liberté. Et il me semble que dans le milieu professionnel, c'est un lieu où on expérimente cette liberté de manière forte. En tout cas, c'est comme ça que je vois l'entreprise et le rôle de la hiérarchie dans l'entreprise, précisément. Sur la liberté et la hiérarchie N+1, je vais vous répondre de 2 choses, puis je ferai une petite démonstration par l'absurde, c'est plus simple. Le N+1, ce n'est pas forcément quelqu'un qui donne des instructions telles que vous l'entendez. Enfin, c'est en tout cas l'image que vous avez, mais je reconnais qu'il y a encore beaucoup d'entreprises en France, etc., où effectivement, c'est la définition du N+1. Pour moi, la définition du N+1, elle est par rapport au N, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un à qui s'adresser et compter sur lui, etc. Je rappelle juste très très souvent qu'un contrat de travail, ce n'est pas un contrat entre un salarié et un employeur. Un contrat de travail, c'est un contrat entre un salarié et une entreprise représentée par quelqu'un. Le contrat, il est entre l'individu
et l'ensemble qui est l'entreprise ou l'organisation. Et ça, c'est important. Mais l'individu a besoin d'avoir une identification de ça. Ma petite démonstration par l'absurde, elle est très bien. Enfin, elle est très bien, vous direz si elle est bien. La démonstration par l'absurde, c'est Uber. Qu'est-ce qu'a fait Uber? Ah ben, il n'y a pas de salariés, pas de problème. Les gens, ils sont tous libres, tous autonomes. Ah oui, mais ils ont un autre contrat. Ah ben si, tous les Uber, c'est des types qui ont leur propre entreprise. Alors même maintenant, il y a des petits malins qui ont pris des sous-Uber, et donc du coup, ils ont recréé des entreprises. Mais c'est ça. Est-ce que le modèle est mieux? J'en suis pas certain. C'était ma petite démonstration par l'absurde. Ça rejoint un peu à ce que disait Sartre. On n'a jamais été aussi libre que pendant la guerre. C'est comment, dans un nation à contrainte, je suis capable d'affirmer ce que je suis, quoi. À la limite, j'enlève toutes les contraintes, je balise. Allez, on continue. Je crois qu'il y avait une autre personne derrière vous. Oui. En vous présentant. Bonjour, je m'appelle Guillaume Rosquin et je suis actuellement philosophe. J'ai fait plein d'autres choses. Ce que ça m'inspire comme discussion, c'est que vous remettez en cause le principe de l'autorité, qui est le pouvoir de se faire obéir, et que ça remonte aux Romains, et je pense qu'ils l'avaient fait par rapport à une problématique de déception quand on se trompe ou qu'on est trompé. Donc j'aurais voulu savoir comment vous gériez quand vous étiez déçu et comment vous faisiez pour éviter de l'être. Déçu, précisez, déçu par quoi, par qui? Alors, la notion d'être déçu, c'est que soit on s'est trompé soi-même sur, en l'occurrence, quelqu'un, ou ce qu'il pouvait faire, ou ce qu'il ferait, soit que cette personne vous a trompé et ne fait pas ce qu'elle avait annoncé qu'elle allait faire. Donc on est dans la problématique du contrat, et en droit britannique, ça s'appelle le Disciple of Contract, mais qui est tacite et oral dans le cas du management. Pour moi, il n'est pas oral, justement. C'est un peu le souci. C'est que souvent, effectivement, et beaucoup trop souvent pour moi, il est trop oral. Et que, justement, un contrat de travail, il doit se renouveler en permanence. C'est pour ça qu'il y a des entretiens de fin d'année, de milieu d'année, ou comme on veut. Et qui doit remettre chaque année, rétablir et repréciser chaque année le contrat. Parce que quand on rentre dans une entreprise, 3 ans après, on fait forcément plus le même travail et on n'a pas forcément la même relation. Donc, on pêche bien souvent. Et alors, si on va au bout du raisonnement, qui est de dire effectivement, avec un collaborateur, je suis déçu, comme vous dites, et en gros, des faits, ça veut dire que le contrat qui nous lie n'est plus respecté. Ça peut être de la part de l'entreprise parce qu'on n'a plus les éléments suffisants à te confier, ou par le salarié qui refuse de faire telle ou telle tâche qui est nécessaire pour l'entreprise et dans le cadre de son contrat. Et on est amené à établir une rupture qui peut s'appeler une démission, un licenciement, ou maintenant une rupture conventionnelle. Mais ça n'arrive peu si chaque année, on peut repréciser le contrat, et le contrat qui dit, mais à condition que ce soit par écrit. Et ça, c'est la démarche qualité. La démarche qualité de progression permanente dans une entreprise, il n'y en a pas 36, c'est on écrit ce qu'on va faire, on fait ce qu'on a écrit, et surtout on prouve qu'on a fait ce qu'on a écrit. Et ça marche dans tous les sens, que ce soit avec des clients ou des collaborateurs. Et pour aller jusqu'au bout, la notion d'autorité, vous ne la récusez pas, vous la mariez avec confiance. La notion d'autorité, pour moi, c'est plutôt un gardien des valeurs qui ont été établies par l'entreprise. Nous, on a été assez loin en la matière. Les 5 valeurs de l'entreprise ont été définies par l'ensemble des collaborateurs, d'une manière collaborative. Les 400, puisqu'il était 400 à l'époque, ont été réunis dans un amphi comme ça. Et on a choisi les valeurs d'entreprise. Et quand vous donnez une vision à votre entreprise, il faut absolument des bornes que sont les valeurs. Chaque peuple, chaque État a des valeurs différentes. Les valeurs qui régissent la société française ne sont pas les mêmes que les valeurs qui régissent la société américaine. On est incapable de comprendre pourquoi tous les Américains ont une arme chez eux. Mais ça fait partie de leurs valeurs et ça ne fait pas partie des nôtres. Donc chaque entité, mais là on rentre un peu dans de la sociologie, chaque entité ne peut avoir, et forcément, mais c'est comme vous disiez tout à l'heure, la famille. Dans une famille, il y a des règles. Il y a des règles.
Il y a certaines familles, il y a des heures fixes de repas. Il y a des familles où on dit aux enfants, non, le téléphone portable n'est pas admis pendant qu'on déjeune ou on dîne. C'est des règles. Et les règles, ce sont des valeurs, forcément. Si vous mettez des règles bêtes et méchantes sans associer des valeurs aux règles, l'entité, l'organisme ne peut pas fonctionner. Est-ce que l'anthropologue peut rajouter un mot? Bien sûr, oui. Sur la nature de l'autorité, j'ai été frappé par une réflexion de Georges Dumézil, mais qui est inspirée d'un texte de Rousseau, commentant lui-même Tacite, sur la nature de l'autorité et la dualité fonctionnelle de l'autorité. La réflexion de Rousseau, elle part de l'histoire de Rome. Vous connaissez tous Romulus et Rémus. Bon, et vous avez Romulus qui est le fondateur de Rome. Et Rousseau a cette remarque assez géniale. Le véritable fondateur de Rome, c'est Numa, c'est-à-dire le premier roi qu'on a été chercher d'ailleurs à l'étranger et qui a institué à Rome l'agriculture et les rites religieux. Là où Romulus était le guerrier qui avait sa bande de compagnons, là, et puis qui s'est taillé un royaume. Et la réflexion de Dumézil à la suite de Rousseau, c'est l'idée que dans l'autorité, il y a toujours une dualité. Il y a l'autorité entraînante, côté Romulus, vous voyez, la bande, et c'est celui qu'il appelle le dux, celui qui conduit. Et donc c'est la force, et avec cette idée du charisme qui est lié à Romulus, qui est l'origine à Rome de la fonction des augures, ceux qui discernent les signes des temps et qui savent par où il faut aller. Et puis vous avez donc l'autorité qui entraîne, et puis vous avez l'autorité qui stabilise. Ça c'est Numa. Rousseau dit c'est la racine, c'est nomos, hein, la règle, le cadre, et donc c'est aussi l'idée de l'agriculture, l'enracinement, etc. Et l'idée fondamentale quand on réfléchit à l'autorité, c'est que l'autorité, elle est d'abord la garante du cadre. Et quand j'entends d'ailleurs dans le monde de l'entreprise, en ce moment, une espèce d'obsession du changement, de la conduite du changement, et déplorer en permanence la résistance au changement, je vois un danger qui est que l'autorité trahit sa mission première, qui est la garantie du cadre. Donc d'abord de la stabilité. Et le changement uniquement en deuxième. Mais on a plus besoin comme être humain de cadre, et donc d'un cadre garanti, l'autorité c'est la garante, que voilà, l'action ne peut se développer correctement que dans un cadre bien défini. D'ailleurs, les mots ont leur importance. On parle de manager, mais c'est le mot anglais. Le mot français, c'est le mot cadre. Madame, là, le micro vous arrive. Ensuite, derrière. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Michaud, je suis déléguée générale d'un réseau d'entreprises dans le secteur de la logistique. Et les thématiques qu'on aborde là aujourd'hui, c'est des thématiques qu'on travaille nous aussi dans le cadre de ce réseau. Alors d'abord, je voulais vous remercier pour cette discussion très très riche et qui fait écho à beaucoup de choses. Moi, j'avais une question parce que voilà, c'est une discussion que j'ai eue avec un des dirigeants d'entreprise qui fait partie de mon réseau, qui a mis en place ce mode de management basé voilà, sur la confiance, etc. Le bien-être au travail, qui me dit qu'effectivement, bah oui, il a une salle de massage, il a un baby-foot, il fait plein de sorties, mais il me dit, mais tout ça, c'est la boule à facettes, c'est pas du tout ça, en fait, qui est important quand on met en place une démarche de bien-être au travail. Et il me disait, la clé, en fait, pour arriver à transformer les pratiques dans l'organisation, le fonctionnement, etc., c'est de faire changer de culture les managers, les chefs d'équipe. Donc on est vraiment là, pour le coup, sur des chefs d'équipe en anthropo-logistique, donc vraiment sur le terrain, etc. Et il me dit... Moi, c'est là que j'ai le plus de difficultés à transformer mon organisation. Donc, lui, il est le dirigeant. Donc, c'est porté dans la stratégie, la porte auprès de tous ses cadres, etc. Mais c'est vraiment dans l'encadrement de proximité sur le terrain où il me dit c'est là que c'est le plus difficile que... et là, on revient un peu à cette tension sur le tout psychologique que vous évoquiez, de dire que les managers de proximité lâchent leur peur et acceptent de faire confiance et ne soient plus justement dans l'ordre et dans cette vision un peu étriquée de l'autorité. Donc c'est là qu'il se confrontait à la plus grosse difficulté dans la transformation de son organisation. Donc comment est-ce que vous abordez sur le plan de la formation des managers, des chefs d'équipe, cet accompagnement et ce changement de valeurs et de culture? Ça dépend beaucoup de la taille des entreprises, ça aussi, mais c'est vrai que c'est une remarque et un constat que l'on fait régulièrement, c'est que dans tous les niveaux hiérarchiques, à chaque fois, il y a
à un niveau hiérarchique, enfin entre deux niveaux hiérarchiques, il y a toujours un problème pour infuser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça bloque. Parce qu'il y a un cran qui manque. Alors après, les solutions, j'ai pas de solution miracle comme ça, mais j'ai pu observer dans les différentes entreprises du groupe que de temps en temps, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y avait peut-être un niveau hiérarchique qui manquait pour faire le lien. Mais surtout pour moi, c'est que, alors déjà là c'est déjà beaucoup, hein, c'est que c'est bien, ça vient de la direction d'infuser ça, parce qu'on a quand même beaucoup d'entreprises où ça vient du service RH qui a envie de faire de la QVT, et puis vous avez la direction générale, vous n'en avez rien à faire. Donc là c'est très compliqué. Là si ça vient déjà de la tête de l'organisation, c'est déjà beaucoup et c'est déjà bien. Mais après c'est aller sur le terrain. Beaucoup trop de chefs d'entreprise ne vont pas directement sur le terrain. Et là, il faut mouiller la chemise. C'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Je peux vous garantir que si vous avez 4 niveaux hiérarchiques dans l'entreprise, si le numéro 1 va directement au 3e niveau hiérarchique pour porter la bonne parole, elle va être beaucoup plus efficace que si ça ne se fait que de se transmettre. Bon, voilà, c'est la seule réponse. Mais c'est vrai que l'observation fait que, et ça dépend des entreprises, il y a toujours un endroit où ça coince. Et des fois, ça coince tout de suite au premier rang entre la direction et les suivants. Mais bon, c'est plus compliqué. Vincent, là-dessus, est-ce qu'il y aura effectivement un prérequis, je pousse peut-être le bouchon plus loin, de vision du monde, de culture générale? Alors là, on risque de faire de la discrimination, quoi. Est-ce qu'il y a un niveau culturel, pour parler de manière peut-être horrible, qui voudrait dire que certains y arrivent et puis d'autres sont engoncés dans des schémas de petits chefs allant jusqu'au bout, où on manifeste l'autorité, quoi. Je pousse le bouchon volontairement. Oui, est-ce que lâcher prise nécessiterait une certaine forme de détachement et de culture? Ah oui, non, mais probablement, je pense qu'une entreprise qui se transforme ou qui veut transformer son mode de fonctionnement, inévitablement, elle va expulser, on pourrait dire assez naturellement, ceux qui n'arrivent pas à suivre. Et c'est-à-dire qu'il faut, parce que ça demande une cohérence. Mais moi, je suis très... Donc, incontestablement. C'est-à-dire que, de toute façon, toute organisation porte en elle-même une culture. La culture, ce n'est pas un discours qui se plaque de l'extérieur. La culture, elle émane de l'organisation, du mode de fonctionnement. Hein, donc, parce que c'est ça qui se traduit par comment on s'adresse aux gens, comment on leur donne des missions, comment ça se passe au quotidien. Et c'est ça qui produit la culture de l'entreprise. Donc, ce n'est pas en changeant le discours ou en engageant un communicant pour faire un discours ou un philosophe que l'entreprise va changer de culture. Donc, en effet, après, c'est l'accompagnement. Moi, je suis très sensible à l'idée d'aller sur le terrain. Dans combien d'entreprises on ne voit le chef arriver que quand ça se passe mal, quand il y a des mauvaises nouvelles à annoncer. Et donc là, c'est catastrophique. Donc évidemment, il faut être dedans. Et voilà. Après, la question du sens, toujours pareil, le pourquoi. Quand je demande, je suis en école de management, quand je demande aux étudiants, je suis sûr que c'est différent à l'IAE, mais bon, mais à quoi sert une entreprise? J'ai la réponse automatique. L'entreprise, le but de l'entreprise est de faire du profit. Je suis nul en économie, hein, donc je ne vais pas discuter. Mais je dis, mais si votre entreprise, elle fabrique des godasses, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un moment, il faut se dire, le but de mon entreprise, c'est de fabriquer des chaussures. Évidemment, je vais avoir besoin de faire du profit pour qu'elle continue de fabriquer des chaussures. Mais tant que je ne me suis pas emparé de la raison d'être de mon entreprise, si c'est le profit, ça veut dire que demain, l'entreprise qui fabriquait des chaussures pourra se lancer dans les espaces verts. Parce que c'est une autre manière de faire du profit, enfin d'essayer. Mais c'est absurde. C'est pas comme ça qu'une entreprise change. Donc la réflexion sur le sens. Donc peut-être même, en logistique, c'est un domaine extrêmement compliqué. Je pense qu'il y a des milieux avec une culture virile aussi, mais qui a ses qualités, parce que c'est des métiers durs. Quand on trimballe chaque journée des milliers de tonnes, c'est évident qu'on ne va pas avoir l'approche, vous n'allez pas les mettre à la peinture japonaise tout de suite. Emmanuel, tu souhaitais réagir? Oui, juste, parce qu'en fait, il y a une autre chose que j'ai complètement oubliée, mais effectivement, vous voulez transformer votre entreprise, donc faire évoluer sa culture, c'est bien. Mais vous ne pouvez faire évoluer que si l'ensemble des collaborateurs ont participé pour adhérer dès le départ. La meilleure des solutions, c'est effectivement de faire participer, si c'est possible, hein, pratiquement, etc., l'ensemble des salariés dès le départ à la démarche, et qu'ils aient participé à la démarche. Nous, c'est ce qu'on avait fait, hein, et on avait fait des petits groupes d'expression pour avoir les sujets qu'il fallait faire évoluer, etc., puis s'est posé inévitablement la question de la rémunération.
Voilà. Et une question est arrivée en disant oui, mais bon, voilà, les représentants de personnel ils sont bien gentils, mais quand on fait la NAO, négociation annuelle obligatoire, les augmentations globales pour l'entreprise, ça tire vers le bas. Ça, c'était des petits groupes d'expression. Et on a posé la question aux 400 collaborateurs, on avait dit, qu'est-ce que vous pensez de les systèmes de rémunération et d'évolution des salaires. Et on avait mis, entre autres, on avait mis des réponses, c'est partout pareil, etc. Puis on avait glissé la réponse, la négociation annuelle obligatoire tire les salaires vers le bas. 85% des salariés dans la salle ont coché cette case. Alors, réaction évidemment des représentants du personnel, oh, c'est pas possible, etc. Mais attendez, on est dans la démocratie, toutes les organisations représentatives sont dans la démocratie, écoutez ce que disent les salariés. Est-ce qu'il vaut... Eh bien depuis, négociation annuelle obligatoire, on ne négocie plus une augmentation de 0,5, 1% pour tous les salariés, on négocie une enveloppe et en disant on fait confiance au manager pour qu'on reste dans ce cadre-là, mais on accepte qu'un collaborateur ait zéro d'augmentation à une seule condition, c'est que le manager lui explique pourquoi il a zéro d'augmentation. Il faut faire participer l'ensemble des collaborateurs à la démarche dès le départ. Bonjour, Jacques Dufresne, je suis coach et je m'occupe d'accompagner des salariés, des cadres. Vous m'entendez? Non. Pas du tout. Collé à la bouche. Plus fort, voilà. Donc je m'occupe d'accompagner des gens qui changent d'activité, qui évoluent dans leur métier, etc. Voilà. Et ce qui me frappe dans le débat qu'on a eu aujourd'hui, c'est que finalement, le lâcher-prise, il exerce une forme de fascination. Parce que, selon moi, le lâcher-prise est très proche de notions telles que la facilité à faire les choses. Je dirais à certains égards l'inspiration. Et aujourd'hui, l'entreprise veut des salariés inspirés, qui ont une capacité, de par leur inspiration, à faire les choses facilement. J'ai aussi beaucoup pensé au cours de cette conférence à un ami à moi qui est haut responsable dans une entreprise internationale de services informatiques et qui exerce sur moi cette forme de fascination dont je parlais au début, c'est-à-dire sa facilité naturelle à faire les choses, à lâcher prise donc, pour faire les choses facilement. Et selon moi, quand je pense à cette personne, il appelle 3 remarques. Déjà, 1, il est compétent. Et j'aimerais avoir votre sentiment sur le rapport qu'entretient le lâcher-prise à la compétence. Il est compétent, il est à la bonne place et il a de l'expérience. Est-ce que ces 3 notions peuvent être mises en relation avec le lâcher-prise et l'intérêt qu'il représente pour l'entreprise? Donc Emmanuel, Vincent, c'est des ingrédients. En fait, dans votre remarque, vous posez la question puis vous donnez la réponse. Vous dites il est compétent, il est à la bonne place. Mais si tous les collaborateurs pouvaient être compétents à la bonne place où ils sont, on serait dans le meilleur des mondes. C'est bien la problématique. Alors, attention, là aussi, ça va dépendre du type d'entreprise et en particulier de sa taille. Dans un groupe de 2000, 3000, 10 000 personnes, c'est beaucoup plus facile de pouvoir dire à des salariés bah, « t'es plus bien dans ton job, on va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a et de trouver le... » Dans une PME ou une toute petite entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Mais effectivement, c'est un problème de compétence. Mais le lâcher-prise, même si effectivement il y a un peu contradiction, mais si on le prend au sens littéral, c'est le problème, c'est la liberté, c'est les chaînes. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans votre boulot, vous êtes enchaîné quelque part, et puis à un moment donné, vous en avez 4 de chaînes, il faut les trouver, et puis il faut les couper. Qu'est-ce qui me perturbe dans mon boulot pour ne pas exprimer complètement toute ma valeur, tout ce que je sais, toute ma compétence? Parce qu'en fait, toutes les personnes ont une compétence. Le problème, c'est qu'est-ce qui les empêche de l'exprimer? Et ce lâcher-prise, c'est plutôt couper le fil à la patte qu'on peut avoir. Et puis, il y a des gens qui arrivent à bien se mettre des fils à la patte.
Oui, je voudrais revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites pendant la conférence et peut-être des autres mots. Je partirais du fixe et du mouvement. Pour moi, le lâcher-prise, c'est du fixe. Et on a besoin, pour bien fonctionner, à la fois du fixe et du mouvement. Et le fixe, vous en avez parlé, au niveau des structures en particulier. Et je crois que dans les entreprises libérées qui fonctionnent bien, parce que je crois qu'il y en a quelques-unes qui fonctionnent, elles ont des règles internes beaucoup plus dures que, je dirais, les règlements intérieurs d'une entreprise taylorienne. Bon. Donc il y a bien du fixe qui permet le mouvement. Et je voudrais aussi revenir sur la notion, donc fixe et mouvement, on le trouve même au niveau de l'atome. Hein, bon, cette notion, la vie est paradoxale, il y a du fixe, il y a de la matière et il y a du mouvement, hein, l'onde. Et la notion aussi qui a été dit d'oxymore et de paradoxe, c'est-à-dire que la vie est paradoxale et que à la fois, bon, le lâcher-prise qui est quand même, je dirais, une pause par rapport au temps, c'est aussi, je dirais, regarder le passé, qui est le fixe, c'est-à-dire ce qu'on a vécu, et le futur, qui est le mouvement vers lequel on va, la vision, etc. Bon. Donc voilà, c'était un certain nombre de remarques avec la notion de tiers inclus, c'est-à-dire de la notion de non pas du « et », je dirais, c'est soit ça ou pas ça, le non et non a, mais c'est le A, c'est le A et le A, c'est-à-dire le tiers inclus de Lou Pasco. C'est pas une conclusion d'ailleurs de notre réunion, Vincent, hein, stabilité d'une part, mouvement. Oui, et oui, puis bien sûr. Non, mais on est, je suis d'accord. Enfin, c'est-à-dire que c'est des concepts, c'est très intéressant. On est tous conscients que une fois qu'on a dit ça, la question c'est bon. Alors, qu'est-ce qui est fixe, qu'est-ce qui est mouvement, quand est-ce qu'il faut lâcher, quand est-ce qu'il faut tenir. Il n'y a pas de recette. Et je crois que c'était l'intérêt de faire le détour par les philosophes antiques, c'est qu'au fond ils nous disent, mais oui. Une fois qu'on a déterminé les paramètres, disons, de l'action réussie et tout ça, comment est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il faut tenir, se cramponner, quand est-ce qu'on sait qu'il faut lâcher ? C'est une question, pour les anciens, c'est clair, de formation du caractère. C'est pour ça qu'on parle d'éthique, parce que ethos, pour eux, c'est la formation du caractère, et qui passe beaucoup par l'expérience. L'homme d'expérience, hein, qui sait quand est-ce que y a encore quelque chose à faire. Voilà. Je me sers parfois avec mes étudiants du film Sully, vous savez, de Clint Eastwood, là, avec Tom Hanks qui fait atterrir un avion sur l'Hudson, parce que c'est une magnifique mise en scène de la bonne décision, rendue possible par une expérience de milliers d'heures de vol dans un contexte extrêmement stressant. Mais alors là, c'était pas lâcher prise. Hein. Mais en revanche, il a fait quelque chose d'important, c'est qu'il a coupé la communication avec la tour de contrôle pour être entièrement concentré dans son action. Juste sur l'entreprise libérée, je ne considère pas qu'on est entreprise libérée parce qu'il y a eu tellement de catastrophes en la matière, mais simplement, ce n'est pas des recettes de cuisine, simplement tous les exemples d'entreprises dites libérées dans le bouquin d'Isaiah Goetz qui s'appelle Liberté et compagnie, c'est plein d'exemples différents, dont une entreprise française qui s'appelle Flavie. Je vous invite à aller voir le site internet, c'est vachement intéressant. C'est simplement que toutes ces entreprises-là ont pris le principe que ceux qui font savent forcément mieux organiser le travail. Flavie, c'est les collaborateurs qu'on dit qui font une petite pièce dans le domaine de l'automobile, je ne sais plus, un culbuteur, je ne sais pas quoi. Et les mecs ont dit, mais quand on travaille pour Peugeot, c'est pas la même chose que quand on travaille pour Ferrari. Donc on va faire des mini-usines et on va s'organiser en fonction des clients parce qu'il est plus facile pour nous d'écouter chacun des clients qui sont différents, celui qui parle italien, allemand ou français. Et toutes ces entreprises-là ont fait qu'elles ont écouté ceux qui font le travail pour mieux l'organiser. Et du coup, la conséquence, c'est qu'effectivement, les règles en commun, elles sont beaucoup plus dures parce que les salariés en question ont fixé des règles qui sont draconiennes. D'accord ? C'est exactement comme quand vous prenez, je sais qu'il y a pas mal de DRH dans la salle, prenez le délégué syndical, vous le nommez DRH, vous allez voir comment ça va filer. Hein. Bien, nous arrivons au terme de notre rencontre. Merci beaucoup à vous deux et à vous tous de cet échange. Merci.